Depuis 6 mois, les policiers du King County, près de Seattle, aux États-Unis, n'en finissent pas de retourner la terre. Ils cherchent des corps, ceux de 48 femmes tuées par un seul homme, celui que tout le monde appelle ici le tueur de la rivière verte. Nous sommes ici à la recherche d'ossements que Ridgway dit avoir déposés dans les années 80. Nous avons récupéré les restes de 4 squelettes. 3 sont sur la liste des victimes du tueur de la rivière verte. La 4e, nous n'avons pas encore pu l'identifier. Nous ne savons pas qui elle est. Les 3 jeunes femmes retrouvées, Pammy Evans, 16 ans, April Buttram, 17 ans, et Mary Malvar, 18 ans, tuées toutes les 3 au début des années 80. Depuis 20 ans, personne ne savait ce qu'elles étaient devenues. Mais beaucoup d'autres victimes restent encore à découvrir. Tout assassiné par cet homme, Gary Ridgway, le tueur en série le plus meurtrier que l'Amérique ait jamais connu. Un homme calme et poli, au physique ordinaire, qui étranglait ses victimes après avoir eu une relation sexuelle avec elles. Aujourd'hui, il passe pour la première fois devant le juge et l'Amérique découvre son visage. Maître, demandez à votre client de bien vouloir s'approcher de la barre. Comment plaidez-vous face à l'accusation de meurtre aggravé au premier degré de la victime numéro 1, Wendy Lee Caulfield? Monsieur Ridgway, comment plaidez-vous face à l'accusation de meurtre aggravé au premier degré de la victime numéro 2, Debra Bonner? Derrière lui, les familles des victimes découvrent celui qui a tué leur femme, leur fille ou leur sœur. Le voir là debout, comme si de rien n'était, à un moment, il a même ricané quand le juge lisait certains passages. C'était dur de rester tranquillement assise et de ne pas lui sauter dessus. La lecture de l'acte d'accusation va durer près d'1 heure. Le juge va lire 48 fois la même phrase. Seul change le numéro de la victime et son nom. C'était un choc. Depuis 20 ans, je me demande pourquoi elle. Pourquoi ma sœur qui était enceinte? Pourquoi l'a-t-il abordée et tuée? Et 48 fois, Ridgway plaide coupable avec le même visage impassible. Il n'en a rien à foutre. Rien à foutre de tout ce qu'il a fait. Et en plus, il s'en est tiré. Au nom de la loi américaine, le procureur propose un accord au tueur. Je vais vous demander de signer et de dater. Il lui propose de plaider coupable et de reconnaître l'assassinat de 48 femmes. En échange, le tueur de la rivière verte va sauver sa tête. Sa condamnation à mort sera commuée en détention à perpétuité. Jamais un tel contrat n'a été signé avec un tueur en série. Mais en échange de la vie, Ridgway s'est engagé à faire des aveux complets, raconter chacun de ses meurtres dans les moindres détails, expliquer pourquoi et comment il a étranglé 48 femmes, où et de quelle façon il s'est débarrassé de leur corps. S'il cache le moindre meurtre, le contrat sera rompu. Seattle, au nord-ouest des États-Unis. C'est ici que Gary Ridgway a vécu depuis qu'il est enfant. Au sud de la ville, une des zones industrielles les plus prospères des États-Unis, où des géants comme Boeing, le fabricant d'avions, et Kenworth, le constructeur de camions, se sont installés. Et c'est chez Kenworth que Gary travaillait. Employé modèle, il peignait les décorations de ses poids lourds, objet culte du rêve américain. Consciencieux, appliqué, maniaque même, Ridgway était irréprochable. Nous avons retrouvé 2 de ses anciennes collègues. Linda Blaney a travaillé aux côtés de Ridgway pendant 30 ans.
Elle vient d'apprendre qu'il amenait parfois les cadavres de ses victimes à l'usine, sur le parking, à l'arrière de son pick-up. Et dans la journée, il venait les voir de temps en temps avant de s'en débarrasser. Dire qu'on était là et qu'on passait à côté de ces corps, c'est difficile à accepter, même quand on sait que c'est vrai. Encore sous le choc, son amie ne parvient toujours pas à en parler. Elle n'arrive pas à comprendre comment elle a pu sympathiser pendant 30 ans avec un monstre sans avoir le moindre soupçon. Il était très bien, Gary, très sociable, très sympa. Il était bavard? Oui, très bavard. On parlait de tout et de rien. Il avait toujours quelque chose à vendre, des choses très différentes. Moi, il a essayé de me vendre du détergent. Jamais je n'aurais pu penser qu'il était le tueur de la rivière verte. Après 21h, Gary quitte le travail au volant de son pick-up. Il allume sa radio préférée, KJR-FM, qui diffuse toute la journée les tubes des années 70. D'abord, il se rend chez Randy's, dévorer un burger. Puis, 2 heures plus tard, il arrive au pub, où tous les soirs pendant 20 ans, Chris lui sert une bière au bar. La clientèle, des ouvriers comme lui. Il était toujours seul, il ne parlait jamais à personne, il n'avait jamais d'amis avec lui. On ne doit pas avoir le temps d'avoir des amis quand on tue. Il voulait rester discret. Il attendait qu'il soit tard pour avoir plus de filles sur le boulevard, pour avoir plus de choix. Vers minuit et demi, après une bière ou deux, Gary le solitaire reprend le volant et là se transforme en terrible prédateur. Son terrain de chasse, le boulevard. 20 km de route nationale qui longe l'aéroport de Seattle, un haut lieu de la prostitution. Interdite aux États-Unis, la prostitution existe comme partout ailleurs, mais ici, les filles doivent rester discrètes, pas de tenue affriolante. Elles tournent autour des motels, traînent dans les fast-foods et les boutiques des stations essence ouvertes la nuit, tapinent dans les parkings. Barbara Cubitt-Patton, elle aussi fréquente le boulevard. Elle aussi chasse les filles, mais pas pour les mêmes raisons. Assistante sociale, elle a tout fait pour les prévenir du danger qui les guette. C'est la pleine lune. La plupart des filles ont été tuées 3 jours avant ou 3 jours après la pleine lune. Le rituel est toujours le même. Ridgway remonte lentement le boulevard. Il longe les parkings, scrute l'entrée des motels, observe les allées et venues dans les stations-service. Arrivé au bout du boulevard, il fait demi-tour et recommence. Il traque sa proie, parfois pendant plusieurs soirs de suite. Une fois sa victime repérée, il arrête le pick-up à sa hauteur et lui propose poliment de monter. Les filles n'avaient aucune appréhension. Pour elles, il s'agissait d'un client ordinaire. Il n'a rien d'effrayant ni de menaçant. Il ne ressemble pas du tout à l'image que les gens se font d'un tueur en série. Et comme n'importe quel client, Ridgway entreprend une relation sexuelle avec la fille, généralement à l'arrière de son pick-up. La relation sexuelle à peine terminée, il étrangle sa victime et se débarrasse du corps. Le tout en moins d'1 heure. Comme toutes les gamines, elle ne pensait pas à la mort. Elle pensait connaître le caractère des gens. Elle disait « Je ne monterai pas dans la voiture si je sens qu'il va me tuer ». Elles le craignaient, mais elles étaient sûres d'elle. Elles croyaient toutes pouvoir le reconnaître et l'éviter. Elles se sont trompées et elles sont mortes. Ridgway a rencontré sur le boulevard 35 de ses victimes. Pour la plupart, des prostituées professionnelles, mais aussi des serveuses de bar, une institutrice et 9 adolescentes âgées de 15 à 17 ans. Comme il s'est engagé à le faire dans le contrat qu'il a signé avec la justice, Ridgway accepte de tout raconter. Pendant 6 mois, c'est ici, dans le quartier général des enquêteurs de la Rivière Verte, qu'il va détailler chacun de ses meurtres et répondre à toutes les questions. Randy Moulinax est un des 4 inspecteurs chargés de recueillir ses aveux. Pour lui, c'est l'aboutissement de 20 années d'investigation. Il traquait le tueur de la Rivière Verte depuis 1984. C'est dans cette pièce, sans aucune vue sur l'extérieur, que Gary Ridgway va passer plus de 500 heures, assis sur cette chaise en plastique bleu, interrogé par 2 inspecteurs en face de lui.
Ces confessions filmées et enregistrées dans leur intégralité constituent les premiers aveux ainsi recueillis d'un tueur en série. Elles vont permettre pour la première fois de pénétrer au plus profond de sa psychologie. Nous ne voulions pas entendre le gentil Ridgway. Nous voulions entendre le tueur de la rivière verte. Mais c'était difficile pour lui de redevenir la personne qui avait commis toutes ces horribles choses. Pour aider Gary à se remettre en situation, les détectives utilisent une méthode empruntée à la psychanalyse. Ils lui demandent de fermer les yeux, de remonter 20 ans en arrière et de revivre son passé. Je veux que tu regardes la photo de ce Gary-là. Je veux que tu saches que c'est à cette personne que nous voulons parler. Nous voulons que tu nous donnes les informations sur ce que ce Gary a fait. Ah oui, l'autre Gary. L'autre Gary. On est OK avec ça? Oui. Ça va? Oui, c'est bon. Il faut que ça sorte. Gary se plonge dans un état quasi hypnotique et raconte. J'ai tué une femme dans le pick-up, dans la Ford avec la cabine blanche. Je l'ai tuée à l'intérieur, par terre. J'ai utilisé ma main, mon bras. Je l'ai tuée et je l'ai tirée en arrière. Je l'ai étouffée. J'ai aussi utilisé du fil de fer, de la corde, sur les coups d'autres femmes. Je serrais de toutes mes forces avec toute ma rage. J'ai utilisé des serviettes aussi parfois pour étrangler. Pour certaines femmes, des cravates. Et en mettant mes pieds dans leur dos, j'ai tiré aussi fort que possible pour les tuer. Le 15 juillet 1982, une date que Galen Hirschi n'oubliera jamais. À l'époque, il n'a que 15 ans. Il vient de faire du sport, il rentre à vélo avec son copain. Et en passant sur le pont au-dessus de la rivière verte, ils mettent pied à terre pour se reposer avant d'attaquer la dernière montée. La première chose que nous avons vue, c'est une paire de tennis blanches. Elles flottaient dans l'eau. Mais elles étaient attachées à quelque chose. Lorsque j'ai fait le tour pour regarder de plus près, j'ai compris tout de suite de quoi il s'agissait. Wendy Lee Caulfield. Elle est la première victime officielle du tueur de la rivière verte. La police, immédiatement sur les lieux, ramène son corps sur la rive. Wendy est nue et couverte de mousse. L'autopsie révélera qu'elle est morte depuis 3 jours. Elle n'avait que 16 ans. Elle n'avait qu'1 an de plus que nous. Ça m'a fait mal d'y penser, et ça m'a travaillé pendant de nombreuses années. En 1982, Dave Richert, l'actuel shérif, est alors un jeune détective. Il est nommé responsable de la force spéciale mise en place pour traquer le tueur et le mettre hors d'état de nuire. Au plus fort de l'enquête, plus de 20 policiers travaillent sous ses ordres. Les investigations vont coûter 2 millions de dollars par an. Le côté frustrant de toute cette affaire, c'est que nous passions plus de temps à trouver des victimes qu'à gagner du terrain sur le tueur. Nous dépensions plus de temps à récupérer des corps qu'à suivre des pistes. Le shérif nous ramène sur la berge où il a découvert 20 ans plus tôt 2 cadavres. C'est un pêcheur qui l'avait appelé. Voici l'endroit, et c'est toujours un dépotoir. Elles étaient là-bas, sur la berge. Il avait posé des grosses pierres sur leur corps
Pour lui, elles n'étaient pas des personnes, elles étaient des ordures. Il s'en foutait, elles n'étaient que des déchets. Il les jetait et passait à la suivante. J'en avais rien à foutre, excusez-moi. Mais c'est exactement ce que je ressentais pour ces femmes. C'est moi qui contrôlais la situation. Et c'était ça le plus important, c'est moi qui contrôlais toutes ces garces. Je leur disais de la fermer et d'arrêter de crier, et je les relâcherais. Mais je continuais à les étrangler. J'en avais rien à foutre. Je ne voulais pas me faire prendre. Je n'avais pas d'amour. Personne ne m'aimait, alors qu'elles aillent se faire foutre. Ridgway tue parfois jusqu'à 7 filles par mois et se débarrasse de leur corps à la décharge, mais pas n'importe comment. Il prend plaisir à regrouper plusieurs corps au même endroit pour venir les revoir ensuite. Peut-on dire, Gary, que tu plaçais les corps en grappe? Oui, C'est le terme que tu emploies. Tu es le premier à l'avoir utilisé, ce mot. oui, c'est ça, oui, des grappes. Ok, des grappes alors. Une grappe, pour moi, c'est un tas de femmes. Pas 3, 4, mais 5 ou 6. Mais tu avais dit 3 ou 4. Je ne sais pas combien j'en ai tué. J'ai jamais compté. 2, 3, mais ça peut être 6. Gary, te rappelles-tu combien il y avait de cadavres à cet endroit? Non, je ne sais pas exactement combien. Ça pourrait être au moins 3, peut-être 5. Je ne sais pas combien. Pendant que je continuais à descendre vers la rivière pour récupérer les 2 victimes, je suis tombé sur un 3e corps, celui d'Opal Mills, la 3e victime de ce 15 août. Opal Mills, 16 ans, est la 6e victime de Gary Ridgway. Au collège, Opal était une élève brillante, mais à la maison, elle est sexuellement abusée par son père. Quelques jours avant sa mort, elle le fuit. Et elle trouve refuge dans un motel du boulevard. C'est sa dernière fugue. Le lendemain, les journaux titrent sur la disparition d'une prostituée. À l'époque, Cathy Mills, sa mère, avait 48 ans. Opal était son unique fille. Un jour, j'ai entendu l'interview d'un homme et de sa femme à la télévision. Il disait « Oh, ce ne sont que des prostituées. Pourquoi faire tant d'histoires? Ce ne sont que des prostituées. » Non, ce n'étaient pas des prostituées. Elles étaient nos filles, nos sœurs, nos proches. Les gens pensent qu'ils sont à l'abri de tout ça, mais c'est faux. Cela arrive chez des gens ordinaires. Nous étions des gens ordinaires, dans un quartier ordinaire. C'est dans ce quartier ordinaire que vivait le tueur. Il habitait cette petite maison ouvrière des années 50 avec sa femme Judith et son fils Mathieu, âgé de 6 ans. C'est ici que Ridgway avoue avoir tué la majorité de ses victimes. Sur cette photo, son pick-up garé devant la porte par laquelle il sortait les cadavres. Ici, ce n'est pas la nuit, mais l'après-midi qu'il agit. Quand son fils est à l'école et sa femme au travail, il amène ses nouvelles conquêtes. Comme Carol Christensen. À 21 ans, Carol est employée comme serveuse dans un bar. Ridgway l'attend à la sortie du travail et propose de la ramener chez lui pour une petite passe rapide. Elle a besoin d'argent et finit par se laisser convaincre. Mais elle le prévient qu'elle n'a pas beaucoup de temps car sa fille de 4 ans l'attend à la maison. Elle ne la reverra jamais. Elle avait un joli corps. Avec elle, je me sentais vraiment un homme. Mais elle m'a blessé quand elle m'a dit qu'elle n'avait pas de temps pour moi. Elle n'avait pas de temps pour moi. Alors il fallait que tu la tues? Oui, il le fallait. C'est dans le lit conjugal que Ridgway tue.
juste après l'acte sexuel. À chaque fois, il pleure quelques secondes, mais très vite se ressaisit et recommence à assouvir ses désirs. À ce moment-là, je pouvais la tenir, alors qu'avant, elle ne voulait pas. Je pouvais lui toucher les cheveux, je pouvais l'embrasser. Tu pouvais lui faire tout ce que tu voulais, Gary, c'est ça? Oui, ce que je voulais. Ce rituel nécrophile, Gary Ridgway l'a répété des dizaines de fois. C'est avec ses mains, photographiées par la police américaine, que Gary étranglait ses victimes. Il n'utilisait jamais d'armes pour ne pas laisser le moindre indice. Lorsqu'il tuait une femme dans sa chambre, il retirait les draps qu'il mettait dans la machine et les lavait immédiatement. Il était très prudent. S'il avait été griffé, il coupait les ongles de ses victimes et prenait soin de se débarrasser des bouts d'ongles dans les toilettes. Il pensait sans cesse à ne laisser aucun indice. 1985, 86, 88, les années se succèdent et la police piétine. Les filles continuent à disparaître, mais le tueur de la Rivière Verte reste invisible. Les enquêteurs s'attachent au moindre indice, diffusent des portraits robots, suivent plusieurs pistes, y compris celle de Ridgway. Lors d'une perquisition à son domicile, ils prélèvent même un échantillon d'ADN. Mais sa piste est abandonnée. À l'époque, le principal suspect est un certain Melvin Foster. Vétéran du Vietnam, ancien mercenaire devenu chauffeur de taxi, il amène souvent les prostituées du boulevard. Pour le FBI, il est le coupable idéal. Sa maison est placée sous surveillance de jour comme de nuit, son téléphone sur écoute. Sa vie devient un enfer. Ils ont gaspillé 2 ans de leur temps à m'observer en train de regarder la télévision dans mon salon, pendant que les filles du boulevard et de Seattle disparaissaient et mouraient les unes après les autres. C'est inexcusable. Quant à ma famille, ils suivaient mes enfants quand ils rentraient de l'école et le dimanche, quand ils revenaient de l'église avec le prêtre. Ils suivaient mon père quand il se rendait à Seattle chez ma sœur. Il avait plus de 70 ans. Cela lui a provoqué 4 attaques cardiaques et puis enfin la crise cardiaque qui l'a tué. Ils m'ont privé de mon père. Aujourd'hui, je réclame des compensations aux assurances pour tout ça et je les aurai. Pendant ce temps, les victimes se multiplient. Marie Malvar a 18 ans quand elle disparaît du boulevard en avril 1983. Son corps vient d'être retrouvé grâce aux aveux du tueur. Sa famille peut enfin commencer son deuil, mais les Malvar sont furieux. Au moment des faits, le père de Marie avait remonté la piste jusqu'à Ridgway. On aurait pu sauver 20 filles s'ils avaient écouté mon père quand il avait fait sa propre enquête. 20 de ces filles seraient encore vivantes. Lorsque Ridgway fait monter Maria dans son pick-up, son petit copain et souteneur surveille la scène. Il suit le pick-up et relève la plaque d'immatriculation. Le lendemain, Maria n'apparaît plus. Le souteneur alerte la famille. Le père de Maria part à la recherche du pick-up et le retrouve devant la maison de Ridgway. Il prévient la police. Les enquêteurs se rendent à son domicile. Ils l'interrogent. Ridgway les reçoit gentiment et nie tout. Ils s'en vont, persuadés qu'ils n'ont pas affaire au tueur de la Rivière Verte. Cela a vraiment été une occasion manquée par la police. C'est toujours plus facile de comprendre les choses après, avec le recul. Il faut comprendre que cet homme était un vrai caméléon, capable de se fondre dans tous les environnements, au travail, avec les prostituées et même avec la police. Il était vraiment capable de s'adapter à toutes les situations. Après des années d'échecs, les détectives acceptent fin 88 de participer à Chasse à l'homme,
une émission de télévision diffusée en prime time dans tout le pays et présentée par le célèbre acteur Patrick Duffy, le Bobby de Dallas. Je suis de retour ce soir pour une mission très spéciale, une chasse internationale à l'homme. Le tueur de la rivière verte n'est pas seulement l'homme le plus recherché des États-Unis, mais peut-être le tueur le plus dangereux du monde. Reconstitution, fausse prostituée, appel à témoins. Le shérif Reichert à droite est venu à l'émission pour lancer un appel et s'adresser directement au tueur. Vous devez me contacter rapidement. Appelez-moi avant que quelqu'un d'autre me mène jusqu'à vous. Si c'est moi qui vous trouve le premier, je ne pourrai plus rien faire pour vous. Il sera trop tard. Appelez-moi. Il est temps qu'on se parle. Je pensais que quelqu'un, quelque part, savait quelque chose. Et je regardais droit dans la caméra, en disant « quelqu'un sait ». On ne pouvait pas croire que ce gars avait tué tellement de femmes et que personne n'avait rien vu. Pourtant, c'était le cas. Bilan de l'opération, plus de 30 000 appels en provenance de tout le pays. 3 000 fausses pistes. Aucune ne mène à Gary Ridgway. Mais après l'émission, le tueur de la rivière verte devient méfiant. Pendant 10 ans, on ne signale plus aucune disparition, du moins dans la région. Ridgway connaît alors une ascension sociale fulgurante. Grâce à ses économies et aux crédits qui lui sont facilement accordés par la banque, il achète une nouvelle maison dans le quartier des classes moyennes, où là encore, il s'intègre parfaitement. Ses voisins, les Gregurek, le côtoient tous les jours. Glem Gregurek, qui a travaillé lui aussi comme ouvrier toute sa vie, est un homme apparemment sans histoire. Depuis 30 ans, il pêche souvent, comme beaucoup d'autres ici, dans les eaux de la rivière verte. Avec sa femme Sharon, il tombe de haut le 30 novembre 2001 lorsqu'il voit le visage de leur voisin apparaître pour la première fois à la télévision. C'était très dur à croire. Ma femme et moi étions juste là, assis à la table. Et ça, c'est la maison de Gary Ridgway, juste là. C'est là qu'il vivait. Gary et sa femme Judith vivent dans cette maison comme des Américains moyens. Ils fêtent Noël en famille, organisent des repas du dimanche et prennent régulièrement quelques jours de vacances pour faire du camping dans la montagne. Nous sommes devenus des amis. On parlait à Gary tout le temps. Je le voyais dans son jardin. J'allais boire des coups avec lui, de la bière. Personne n'avait aucun problème avec eux. Personne ne s'en plaignait. Rien. Gary était hyperactif. Il faisait tout rapidement. Je l'observais de ma fenêtre. Il passait la tondeuse à toute vitesse. Pareil avec la tronçonneuse. Il marchait vite, il faisait tout vite. J'ai vu ça tout de suite chez lui. Mais quand on parlait, il se calmait. Pendant qu'il travaillait, il pensait peut-être à tout ce qu'il avait fait. Pendant 10 ans, les inspecteurs de la rivière verte continuent à stocker des pièces à conviction. Des montagnes de cartons entassés dans un hangar. Dans ces cartons, tous les objets rassemblés par les enquêteurs, vêtements, pièces de pick-up, ossements. Mais aucune de ces pièces ne permet de remonter jusqu'au tueur de la rivière verte. Ici, nous avons gardé les échantillons ADN de toutes les victimes. Ceux de Paul Mills, de Christensen. Des centaines d'échantillons d'ADN prélevés depuis le début de l'affaire, même ceux de Ridgway. Pendant des années, aucune analyse de ces échantillons n'avait permis de découvrir le tueur. 2001, coup de théâtre. Une nouvelle technique de décryptage d'ADN relance l'enquête. Des traces de sperme sont découvertes sur un seul poil pubien de l'une des premières victimes, Opal Mills. Ces traces sont analysées. Elles permettent d'identifier formellement Léon Gary Ridgway. Son ADN est ensuite découvert sur les échantillons de 4 autres victimes. Le 30 novembre 2001,
le tueur de la rivière verte est enfin sous les verrous. Après son arrestation, sa maison est démontée. Son jardin creusé, ratissé, tamisé, rien. Pas le moindre indice. Personne n'a rien vu, pas même sa propre femme. Aujourd'hui, elle se cache. Mais avant de disparaître, c'est par ces mots qu'elle termine 8 heures d'interrogatoire avec les inspecteurs. L'homme que je connais est magnifique. Je dirais tout le bien que je pense de lui. Il a été le meilleur. Je l'aime. Pourtant, les policiers découvrent chaque jour de nouvelles horreurs. Ridgway allait parfois jusqu'à amener son propre fils, Mathieu, sur les lieux de ses crimes. Il prenait une fille en stop, garait le pick-up, faisait quelques pas avec elle dans la forêt, laissant le jeune garçon seul dans la voiture. Un jour, Mathieu s'étonne que son père revienne sans la fille. Ridgway lui répond qu'elle a préféré rentrer à pied. J'ai eu des relations sexuelles avec elle. Et pour éviter de faire du bruit, j'attendais qu'un avion passe pour la tuer, pour que personne ne puisse entendre. Surtout Mathieu, n'est-ce pas? Oui, surtout Mathieu, car je ne voulais pas qu'il sache quoi que ce soit. Il ne sait toujours pas d'ailleurs. Il est resté dans le camion pendant tout le temps. Quel âge avait-il? Il avait 8 ans. Et tu ne crois pas qu'il va s'en souvenir? Je ne sais pas s'il va s'en souvenir. Mathieu ne s'est jamais douté de rien. Il aimait son père. Aujourd'hui, âgé de 29 ans, il découvre la face cachée de son père et le visage de ses victimes. Il sait aujourd'hui qu'il en a rencontré quelques-unes. Il sait aussi que son père a déclaré à la police qu'il n'aurait pas hésité à tuer son propre fils s'il avait été le témoin de quoi que ce soit. Depuis, Mathieu se cache. Il a fait savoir à son père qu'il ne veut plus jamais le revoir. Depuis qu'il a plaidé coupable, Ridgway retourne sur le terrain pour montrer aux détectives les lieux où il a abandonné par grappe les corps emmêlés de ses victimes. Pendant sa carrière de tueur, il revenait régulièrement, souvent la nuit, pour en quelque sorte visiter encore leurs cadavres. Il aimait retourner sur les lieux et revivre le souvenir de chacune des victimes. Nous savions qu'il prenait plaisir à revivre ses crimes. Mais il fallait le faire. Il fallait le ramener pour qu'il nous montre les endroits exacts où il abandonnait ses victimes. Car c'est une des choses qui nous a permis de l'enfermer à vie. 18 août 2003. Pour sa première rencontre en tête-à-tête avec le tueur, le shérif Reichter demande que l'on retire les chaînes de Ridgway. Il ne s'assoit pas en face de lui, mais à ses côtés, d'égal à égal. Les deux hommes ont le même âge, tous deux sont des enfants du pays, et pendant 20 ans, ils ont mené leur carrière en parallèle. Le shérif va utiliser cette complicité pour faire parler le tueur. Tu sais qui je suis? Oui, tu es Reichert. Et qu'est-ce que je fais? Tu es le shérif. Tu as vu ces photos sur les murs? Toi et moi. Je les ai mises là. Oui. J'avais 31 ans quand tout a commencé. Tu ressembles à un Anglais, un chanteur, Paul McCartney. Ah, les Beatles, merci. Oui. Et toi aussi, tu as changé. Assieds-toi, tu aurais pu jouer dans Easy Rider. Oui, Easy Rider. Mais je suis pas très bien sur cette photo. J'aurais dû me peigner. J'ai l'air un peu méchant, non? Oui, mais tu sais, les gens s'attendent à ce qu'un tueur ait l'air méchant, non? Oui. Toi, tu tuais des prostituées? Combien? Au moins 58, 60, peut-être plus encore. C'est incroyable. Comment un être humain peut-il commettre autant de crimes? Les psychologues ont détecté des signes avant-coureurs, des pistes possibles pour expliquer sa folie meurtrière. Aux enquêteurs, Ridgway raconte sa première tentative d'assassinat. À l'âge de 15 ans, à la sortie de son école,
Il blesse un autre enfant à coups de couteau parce qu'il voulait, dit-il, connaître la sensation de tuer. Les enquêteurs découvrent aussi qu'il était pyromane, qu'il martyrisait les animaux, qu'il souffrait d'énurésie jusqu'à son adolescence. Une combinaison de comportements que l'on retrouve souvent chez les criminels. Marc Protero, son avocat, a passé de longues heures à l'écouter. Il est le seul à avoir interrogé tous les membres de sa famille. Il est un des seuls à connaître les secrets d'enfance de Ridgway. Je lui ai parlé de son pipi au lit et du fait que sa mère lui lavait le pénis jusqu'à l'âge de 14, 15, 16 ans, alors qu'il était pubère. Entre laver un pénis et la masturbation, il n'y a qu'un pas. Ma théorie est que sa haine des femmes et les meurtres des prostituées viendraient de la relation qu'il entretenait avec sa mère. Parfois, il voulait la tuer, parfois, il était amoureux d'elle. Dans ses confessions, Ridgway, en bon fils, protégera toujours sa mère. Il n'évoque ses relations incestueuses qu'à mots couverts. Les femmes m'ont dominé, et je n'aime pas être dominé. J'ai toujours eu plein de problèmes à la maison, et je n'étais pas assez fort pour me défendre et interdire que l'on profite de ma faiblesse, et qu'on se serve de moi. Je n'étais qu'un petit pleurnichard, alors que quand je tuais les femmes, je les dominais. J'expulsais ma rage pour un moment. Et je pleurais, oui. Je pleurais. Après 6 mois et 3 jours de confession, Ridgway va revenir devant la cour. Le juge va prononcer sa condamnation à perpétuité, mais auparavant, il autorise les familles des 48 victimes à s'adresser directement et pendant 10 minutes au tueur de la Rivière Verte. Une forme de thérapie qui leur permettra d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur depuis tant d'années. Tim Meehan, le frère d'une des victimes, se prépare à affronter le tueur. Il sort des cartons les albums de famille remplis de photos, mais surtout de centaines d'articles découpés et soigneusement collés, jour après jour. Brigitte Meehan avait 18 ans et elle était enceinte de 8 mois. C'est comme si le temps s'était arrêté, comme si 20 ans n'avaient jamais existé. Nous revivons 1983 et c'est dur. 18 décembre 2003, 6 heures du matin. Le jour de la confrontation est arrivé. J'ai tout écrit, mais je ne sais pas comment cela va sortir. Si je pense trop à ma sœur, il me sera difficile de parler. Je crois que mon objectif, c'est de rester concentré sur lui. Je ne sais pas ce qui pourrait lui donner du remords. On me dit qu'il en a, mais je n'y crois pas. 8h30. Les familles arrivent au tribunal. Tim Meehan, José Malvar, le frère de Maria, et Cathy Mills, la maman d'Opal. Aujourd'hui, nous sommes là pour la condamnation de Gary Léon Ridgway. Mesdames et messieurs, les heures que nous allons passer dans ce tribunal vont être très émouvantes et très intenses. Sachez que je l'accepte. Sarah King est une des premières appelées à la barre. Elle avait 5 ans quand Ridgway a étranglé sa mère, Carol Christensen. Jamais, en 1 million d'années, je n'aurais pensé me trouver un jour face à l'homme qui a tué ma mère. Je n'avais que 5 ans lorsque ma mère est morte et que mon père m'a dit qu'elle ne reviendrait jamais à la maison.
La seule chose que je veux que vous sachiez, Gary Ridgway, c'était que j'étais cette petite fille à la maison. J'étais cette petite fille qui attendait le retour de sa mère à la maison. J'ai dû grandir pendant 20 ans avec ça, et c'est tout ce qu'a été ma vie. J'ai dû défendre ma mère. Elle n'était pas une prostituée. Elle était une mère, une épouse, une sœur, et elle nous manque. Je pense sincèrement que vous êtes un lâche. Monsieur Malvar? Bonjour, monsieur. Mon nom est José Malvar et je suis le frère aîné de Maria Malvar. Ça fait longtemps que j'attends ce jour, Gary Ridgway, le loser. Car vous êtes vraiment un loser. Si j'avais la possibilité de faire ce que j'ai envie de vous faire en ce moment même, j'aimerais que vous ressentiez la souffrance que vous avez fait subir à vos victimes. Mais je ne peux pas. Remerciez Dieu qu'il y ait des policiers entre vous et moi. Si j'avais la possibilité de faire ce que je veux faire, je le ferais maintenant ici, et ce serait fini. Je suis en colère. Je serai toujours en colère. Pendant 20 ans, pendant 20 longues et sombres années, toutes nos fêtes de Noël et d'anniversaire ont été gâchées à cause de vous. J'espère que vous pourrirez en enfer, fils de pute. S'il vous plaît, abstenez-vous d'applaudir. Ce n'est pas approprié dans un tribunal. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes Tim, hein? Tim Meehan. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire à propos de ma sœur Mary Meehan et de sa courte vie. Mais j'ai bien peur qu'elle tombe dans l'oreille d'un sourd, celle de Gary Ridgway. C'est pourtant lui qui aurait le plus besoin de les entendre. Il s'en fout. On ne pourrait pas s'en foutre davantage. Il n'a versé aucune larme pour ma sœur Mary, ni pour l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Mary était un être humain, comme le sont votre mère ou votre fils. Elle n'était pas une ordure, comme vous avez qualifié toutes vos victimes. En réalité, c'est vous l'ordure. J'en ai fini avec vous, Gary. C'est terminé. C'est à mon tour de me débarrasser de vous comme d'une ordure. Pour moi, vous êtes déjà mort. Et pour en finir avec vous, Gary, je veux vous dire une dernière chose. Je suis content que vous ayez étranglé ma sœur par derrière, car je sais qu'au moment de son dernier souffle, sa dernière image n'était pas la vôtre, celle d'une véritable ordure de notre société. Que Dieu n'ait jamais pitié de votre âme. Pendant 3 heures, le tueur de la rivière verte montre le même visage impénétrable et tranquille. Ni la détresse, ni la colère des parents n'arracheront la moindre expression, le moindre sentiment. C'est maintenant à Cathy Mills, la mère d'Opal, de venir à la barre. Présente pour Mademoiselle Mills, sa mère, Cathy Mills. Je voudrais tout d'abord remercier M. Ridgway de nous avoir évité un procès, car cela aurait été très dur. Cette procédure suffit. Vous nous avez tenus en otage pendant tant d'années. Nous vous avons haïs. Nous avons voulu vous voir mourir. Mais tout cela est terminé maintenant. Gary Leon Ridgway, je vous pardonne. Je vous pardonne. Vous n'avez plus d'emprise sur moi. J'en ai fini avec vous. J'ai atteint une paix intérieure que beaucoup ne comprennent pas. Mais je vise aujourd'hui pour retrouver un jour ma petite Opal. Je peux vous pardonner, car j'ai l'espoir de la revoir un jour.
Et si cette journée ne brise pas votre esprit maléfique, je ne sais pas ce qui y parviendra. Je vous dis au revoir, Monsieur Gary Léon Ridgway. Ces larmes sont les premières que Ridgway versera pendant le procès. Des larmes qui rappellent que le tueur qui a reconnu l'assassinat de 48 femmes est un être humain. Monsieur Ridgway, vous n'êtes pas obligé de parler. Mais maintenant, c'est peut-être l'occasion pour vous de vous exprimer avant que je prononce le verdict. Je suis désolé d'avoir tué toutes ces jeunes femmes. Je suis désolé d'avoir entraîné ma femme, mon fils, mes frères et toute ma famille dans cet enfer. J'espère qu'ils trouveront le moyen de me pardonner. Je suis désolé pour les femmes qui n'ont pas été retrouvées. Je suis désolé d'avoir causé autant de peine à autant de familles. Monsieur Ridgway, j'aimerais que vous fassiez encore une chose avant de quitter cette salle. Tournez-vous afin de regarder le public. Monsieur Ridgway, ce sont les membres des familles et les amis de celles que vous avez tuées. Pendant que vous passerez le reste de votre vie dans une minuscule cellule, cernée de vos seules pensées, sachez que ces femmes que vous avez tuées n'étaient pas des femmes jetables, des friandises dans une assiette placée sur terre pour satisfaire vos désirs meurtriers. Vous n'étiez pas capable de leur faire face quand vous les avez tuées. S'il vous reste un soupçon de sentiment, vous ferez face à ces jeunes femmes dans vos rêves, comme vous ferez face à vos sordides actions dans l'intimité de vos pensées. Monsieur, s'il vous reste un soupçon d'émotion, vous serez hanté pour le reste de votre vie. Monsieur Ridgway, avec vos avocats, vous pouvez quitter la salle. C'était tendu. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas si j'y arriverais. Mais j'y suis parvenu. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je me sens mieux. Je peux mettre tout ça de côté maintenant. Il n'a plus d'emprise sur moi. Je peux vivre comme Opal le souhaitait. Avoir du bon temps et enfin vivre ma vie. Gary Ridgway est condamné à 4800 ans de prison, soit un siècle incompressible pour chacune de ses victimes. Mais Ridgway n'en a peut-être pas terminé avec la justice. Dans ses confessions au shérif, il avouait une soixantaine de crimes, peut-être davantage encore. Si les enquêteurs découvrent de nouveaux cadavres, avec une preuve formelle de sa culpabilité, le contrat sera rompu et le tueur de la Rivière Verte condamné à la peine de mort. Quant à ses aveux, ils vont être analysés, décryptés, étudiés pour essayer de comprendre un jour peut-être